Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, caresse, fume. Orage au désespoir. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et normalement, un mardi sur 3, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, nous voilà à nouveau pour le format spécial Les Rencontres d'Avignon. Lorsque j'étais au Festival d'Avignon, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels du spectacle qui jouaient leurs pièces au IN. Et donc bien sûr, je partage avec vous ces entretiens. Ce sont des pièces qui seront programmées en France, voire même en Europe, pour la pièce dont on va parler aujourd'hui pour la saison 2021-2022. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à rechercher les dates et les lieux de représentation directement. Aujourd'hui, on va entendre Fabrice Murgia, metteur en scène et comédien de la pièce La Dernière Nuit du Monde, qui a été écrite par Laurent Godet. Fabrice Murgia dirige la compagnie Artara. Il a mis en scène des pièces telles que Le Chagrin des Ogres, Exil ou Notre Peur de Naître, et il est également jusqu'à fin 2021 à la tête du Théâtre National de Wallonie-Bruxelles. Alors, comment s'est construite la pièce La Dernière Nuit du Monde ? Comment définit-il son théâtre ? Et enfin, comment le théâtre peut permettre de faire passer des messages politiques ? Allez, c'est parti. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre pièce La Dernière Nuit du Monde ? Alors La Dernière Nuit du Monde, c'est un spectacle qui parle de la question de la fin de la nuit, ou en tout cas la fin du sommeil, la façon dont l'être humain essaye d'exploiter ce temps de la vie qui paraît plutôt inutile, contre-productif, dans lequel on ne peut effectivement pas produire ou consommer. Et c'est l'histoire d'un monde dans lequel une pilule a été inventée qui permettrait de dormir 45 minutes et d'être totalement reposé. Et donc on suit un couple dans ce monde-là, et l'histoire de Gabor qui a travaillé à lancer cette pilule, et celle de Lou qui a disparu, et Gabor recherche Lou. Donc il y a une métaphore comme ça de ce petit couple dans la grande histoire de ce monde-là. Et donc comment vous avez procédé pour imaginer ce monde sans nuit ? Qu'est-ce que ça a soulevé comme question ? Alors au départ, on est parti vraiment sur le postulat de départ, sur l'hypothèse, avec Laurent Godet, l'auteur. Et ensuite, on s'est mis dans un bureau et on a commencé à imaginer le monde tel qu'il serait. C'était intéressant parce que j'avais jamais travaillé sur des schémas dystopiques, et lui non plus, je pense, comme ça, à se dire, on est dans une projection d'un futur. Alors, c'est pas Star Wars, c'est pas Star Trek, on n'est pas dans un futur avec... Non, c'est un futur qui ressemble à aujourd'hui, mais simplement, il y a cette petite chose en plus qui va modifier encore un peu plus les rapports humains, accélérer encore un peu plus les échanges. En fait, on est vraiment parti de la trame narrative, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à se dire c'est la métaphore de quelque chose de précis, d'une problématique écologique ou quoi d'autre. Non, on s'est dit voilà, c'est quelque chose qui serait possible aujourd'hui. Ça serait pas étonnant que sur le marché naisse, il y a déjà des trucs pour moins dormir ou pour se réveiller, mais tout à coup ça s'institutionnalise, ça devient tout à fait normal, correct, et peut-être même dans un monde en disant où ça deviendrait obligatoire de prendre ces choses, parce que sinon on ne participe pas activement à la société. Et donc on a simplement rêvé à pousser un peu plus loin les traits, à forcer un peu les traits de l'humain d'aujourd'hui, il va vers là. Mais d'ailleurs, comment ça vous est venu cette idée d'imaginer un monde où on arrêtait de dormir ? Alors on a travaillé ensemble sur un opéra avec Laurent Godet en 2014 qui s'appelait Dar al-Shaga, et on avait envie de retravailler ensemble. Donc on se croisait, on s'échangeait des lectures, et un jour il a mis sur la table un essai de Jonathan Crary qui s'appelle « Le capitalisme à l'assaut du sommeil » 24/7. Et c'est un essai où Jonathan Crary décrit toutes les tentatives de mettre fin à la nuit. Alors elles sont diverses et variées. Ça va des marchands de sommeil jusqu'au... en tout cas, des marchands de sommeil, par exemple, dans les pays des Émirats ou au Qatar, où tout à coup, des ouvriers sur un chantier peuvent payer 50 centimes pour se mettre dans une capsule et dormir une demi-heure, jusqu'à la tentative réellement de garder, via des satellites qui reflètent le soleil, des zones pour éclairer 24 heures sur 24, pour y faire vraiment des zones commerciales ou des parcs d'attractions sur la nuit. C'est un essai, et puis on s'est dit, mais alors il y a plein de trucs intéressants sur cette thématique-là. Alors la nuit a déjà été exploitée dans la littérature beaucoup, mais voilà, on a foncé dedans. Qu'est-ce que c'est votre but avec cette pièce ? Quelles questions vous aimeriez soulever ? C'est le même objectif que pour toutes les pièces, raconter une histoire, que les gens en parlent, que ça pose des questions qu'on peut jeter sur la place publique et dont les politiciens et politiciennes peuvent s'emparer pour participer à un mouvement de la société. Ici, c'est plutôt la question de
ce qui peut ou pas sembler liberticide. Jusqu'où va-t-on? La question du moment où on pourrait à un moment s'arrêter. Il y a notamment une relation au monde sauvage, animal, dans la pièce, où on se rend compte que l'humain, la question de l'anthropocentrisme, même de l'ethnocentrisme, se pose au centre de la chose et tout à coup n'appartient plus à une espèce d'ensemble et devient peut-être lui le virus de cette planète. Donc ça pose la question du pas à faire parfois de côté ou de retrait voir. Et est-ce que en montrant cette nuit qui devient elle aussi un espace de production, de consommation, vous vouliez aussi questionner le capitalisme? Alors le capitalisme est quand même un mot fourre-tout dans lequel on a... mais c'est vrai que Karl Marx disait que tous les cycles naturels allaient devenir valeurs marchandes. Et effectivement, aujourd'hui, on peut voir que depuis son époque, on a réussi à rendre valeurs marchandes et consommer la faim, la soif, l'amitié, l'amour se vend, s'achète. Mais la nuit reste un espace de résistance. C'est pour ça qu'on a pris celui-là aussi. Mais alors pour vous, qu'est-ce que ça représente la nuit? En quoi c'est un espace de résistance? Pour moi, la nuit, c'est un espace assez complexe parce que je vis un peu cette dualité du personnage. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller me dormir avec les poules et qui va... je suis plutôt un homme de théâtre qui éclaire la nuit, qui travaille à lutter contre elle pour se faire rassembler les gens. Et finalement, je ne sais pas moi-même si je prendrais cette pilule ou pas. Certainement que oui. Ça me permettrait de faire plus de spectacles. Donc finalement, vous dites que le théâtre lutte lui aussi contre la nuit? Peut-être... mais en tout cas, non, il participe à rassembler les gens, mais la nuit, on ne dit pas dans le spectacle qu'il faut qu'elle soit là pour dormir. La nuit, c'est simplement le respect de la nuit. À quel moment est-ce qu'on garde des zones qui ne sont pas... dans lesquelles il n'y a pas une pollution lumineuse accrue? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on puisse respecter à un moment ce temps aussi, qui est le temps où les animaux, le monde sauvage peut reprendre possession du monde? Et voilà, mais il est clair on ne dit pas qu'il faut que l'homme dorme systématiquement la nuit, mais que simplement, on sait qu'on dort moins que nos grands-parents, beaucoup moins, avec nos arrière-grands-parents. Ça, ce sont des faits concrets. Donc finalement, qu'est-ce que ça change dans nos rapports sociaux? Dans la pièce, la pilule pour dormir 45 minutes n'est pas obligatoire. Pourtant, au vu de toutes les conséquences que vous dépeignez, on peut imaginer que la majorité de la population la prend. Qu'est-ce qui pousserait les gens à accepter de prendre cette pilule? Il y a une espèce d'effet de masse, parce qu'en fait, il y a une inégalité sociale qui se creuse. Alors, on n'est pas obligé de l'apprendre, mais forcément, celui qui l'apprendra va travailler plus, gagner plus d'argent, dans une espèce de fausse, ou en tout cas de superficielle lucidité pendant beaucoup plus d'heures d'affilée, avec une meilleure concentration. Peut-être que la personne qui dort, qui rêve, les rêves seraient peut-être des choses un petit peu comme de la drogue, quoi. Et si on va plus loin dans cette idée de quand on dort, on ne fait rien et qu'on l'accepte et que finalement on peut naître aussi dans un monde où la pilule, avoir 15 ans aujourd'hui, la pilule existe depuis 15 ans, j'ai toujours connu un monde sans sommeil et finalement il y aura aussi des gens qui ne feront pas le choix de la prendre ou pas, qui n'auront que le choix de la prendre. Maintenant, de façon plus générale, comment vous définiriez votre théâtre? Moi, j'aime sauter d'une chose à l'autre, être plutôt j'aime faire de l'opéra, parfois de l'opéra assez pointu, du contemporain. Et j'aime faire l'inverse, du théâtre de rue, des grandes fêtes populaires. J'aime faire des ateliers dans les écoles et j'aime jouer un spectacle dans le Festival d'Avignon. J'essaye d'explorer et de ne surtout pas être dans un tiroir. Par exemple, en répondant très frontalement à la question. Si je vous dis ce que j'attends, je vais rentrer dans un tiroir. Et est-ce que vous diriez que votre théâtre est politique? Je crois qu'aujourd'hui, alors certainement qu'il y a un engagement social dans mon théâtre, parce qu'il se base souvent sur des formes documentaires, souvent sur des formes inspirées d'injustice, que ce soit les spectacles sur le nucléaire, sur la dictature chilienne, sur les gens au bord de la route 66 qui ont incarné un rêve américain et qui finalement maintenant sont délaissés. Et dans tous les spectacles, il y a quand même une indignation qui peut se pointer parfois même sur le plan géopolitique, des conflits actuels géopolitiques du monde que l'on connaît. Parfois, la question de la politique est plus sous-jacente. Je pense que l'art, que la beauté, c'est quelque chose de politique déjà. Essayer d'enchanter le monde aujourd'hui en racontant des histoires, même si parfois c'est du dark, je dis pas qu'on fait du Walt Disney. Peut-être que Walt Disney est très politique d'ailleurs, parce qu'en fait il offre du rêve et finalement c'est une forme d'activisme quelque part. Alors il peut être dans un engagement qui est quelque chose qui tend à améliorer la société tout en étant oppresseur à d'autres endroits. Je dis pas que Walt Disney est un héros, mais finalement peut-être même que son projet de départ est un projet politique. Et donc, est-ce que pour vous, plus largement, le théâtre doit être politique? Moi, je l'envisage toujours comme une espèce
de parti d'opposition, mais qui ne se donne pas de nom et qui ne se donne pas de visage et qui est protéiforme. C'est-à-dire les artistes sont des gens qui participent au débat parlementaire, des gens pour qui on n'a pas voté et qui posent des questions, et forcément ces questions doivent être liées à l'endroit où on est, aux problématiques dans lesquelles on est. Alors je ne dis pas on peut faire ça à travers l'humour, on peut faire d'autres choses aussi. Ce théâtre est possible s'il cohabite avec des choses qui sont purement, même parfois esthétiques. Ça peut être tout à fait esthétique ou purement sur le plan de... Mais j'ai du mal à trouver des exemples, par exemple dans l'humour, que ce soit chez Georges Feydeau ou vraiment chez les humoristes aujourd'hui, qui ne soient pas déclenchés par une forme de regard sur le monde et la société. Quand on rit de quelque chose, c'est parce qu'on nous a dépeint l'humanité ou le système dans lequel on est et qu'on s'en moque. Alors, dans la deuxième saison de Hors scène, on suit tout un questionnement sociétal sur les inégalités dans le théâtre, que ce soit des discriminations raciales envers les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, etc. Est-ce que ce sont des thématiques qui vous interpellent et auxquelles vous prêtez attention dans votre théâtre ? Oui, ce sont des débats et des questions qui sont nécessaires, plus que légitimes, et dont chaque artiste doit se responsabiliser. La question de savoir simplement si 10 personnes qui sont sur mon plateau ressemblent vraiment à 10 personnes que j'attraperai dans la rue. Si je veux témoigner du monde et de l'humain, va falloir se poser les questions, même si on dit qu'on pioche dans les comédiens et les comédiennes qui sortent des écoles d'art. Alors, qui sont dans ces écoles d'art alors donc voilà, c'est cette question. Les artistes doivent aussi sur plein d'autres sujets de société impératifs, comme la question de l'éco-responsabilité des spectacles, de la fabrication des spectacles, etc. Oui, on se les pose comme tout artiste parce qu'il faut avancer, il faut que nos enfants ne se les posent plus. Et concernant l'éco-responsabilité, justement, comment vous êtes posé la question dans votre spectacle ? Ici, c'est un petit spectacle, donc on ne se culpabilise pas trop on a fait par exemple un voyage en Laponie. On était 9 personnes. On est parti en Laponie pour interviewer des gens qui avaient un autre rapport à la nuit, des gens du peuple Sami. Alors, est-ce que c'était éco-responsable ou pas de faire ça ? D'autant plus qu'on a gardé très peu d'images dans le spectacle. Moi, je crois que oui, parce qu'on est venu pour poser leur visage dans leur spectacle, leurs propos, ceux qu'on n'aurait pas pu écrire parce que ce n'est pas notre culture de la nuit et on ne voulait pas écrire à leur place. Et ces personnes sont présentes dans le spectacle, donnent leur point de vue, qui est un point de vue pour le respect de la nuit, et de la planète, et de l'environnement, du monde animal, du monde végétal. Donc est-ce que c'était éco-responsable d'y aller à 9 ? Si c'est pour finalement parler à des millions, donner leur parole à des milliers de personnes. On a une empreinte écologique, mais on a aussi une empreinte sociale. Et on n'est pas Amazon, on fait du théâtre. Donc moi, j'étais à la représentation du mardi 13 juillet, et à la fin, on a des dizaines de personnes qui sont montées sur scène. Et la comédienne de la pièce a lu la lettre ouverte des personnes sans papier à leurs voisins, voisines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette lettre et pourquoi c'était important pour vous d'en parler à la fin de la représentation ? Alors il y a en ce moment à Bruxelles des hommes et femmes sans papier, comme on dit, donc qui sont des personnes illégales. C'est un adjectif qui peut se coller à un humain, visiblement, qui ont décidé à bout de souffle d'un combat, et certains étant depuis 15, 20, 25 ans en Belgique à travailler, parce que la plupart travaillent au noir forcément, parce qu'ils n'ont pas de papier ou ont des faux papiers. Mais ces gens participent à la société, sortent leurs poubelles, nettoient leurs trottoirs, travaillent depuis longtemps. Et à bout de souffle de ce combat, ils ont décidé d'arrêter de manger, de faire une grève de la faim. Et ça fait 53 jours aujourd'hui, donc on voit des corps décharnés. Ils sont dans une église, l'église du Béguinage, dans plein centre-ville de Bruxelles. Ils sont également à l'Université libre de Bruxelles et à son pendant flamand, la VUB. Ils sont 450 à ne plus manger depuis 53 jours. Le gouvernement, notamment dans le nord du pays, a décidé fermement de ne pas bouger, parce qu'il ouvrirait une boîte de Pandore. La revendication est laquelle ? D'analyser le cas de ces 150 000 personnes et de dire à celles qui doivent partir, partez, et celles qui, effectivement, selon la Convention des droits de l'homme, sont installées, peuvent prouver qu'elles participent à la société, de rester. Ça serait peut-être 120 000 d'entre elles, sur les 150 000. Si la Belgique fait ça, elle ouvre une boîte de Pandore à l'échelle européenne qui est peut-être ingérable dans le système actuel. Ce qu'on revendique, c'est d'autres systèmes de régularisation et une autre approche. Et voilà, en fait, aujourd'hui, ces personnes vont mourir et on ne pouvait pas ne pas parler parce qu'on a... Le problème de cette situation,
c'est qu'elle est tout à fait occultée sur le plan international, parce que ça ne ferait pas bon bruit, ça n'arrange ni les Européens que cela se sache, ni la Belgique. Et finalement, on est ici dans un festival international et on l'a fait en espérant qu'ils le feront à Cannes, qu'ils le feront à d'autres endroits, dans d'autres festivals, parce qu'il faut qu'un maximum de personnes participent à ce mouvement de dénoncer cette chose. Et pour moi, c'est plus fort que le théâtre. La situation là est plus forte que tout ce qu'on pourrait raconter. Donc il fallait que les saluts s'arrêtent et que ces gens entendent ça. Et le geste symbolique était de faire monter tous les Belges présents à Avignon. C'est pas mon idée avec l'équipe du spectacle qui voulions dire quelque chose. Non, le geste était de faire monter tous les Belges pour dire nous ne sommes pas ambassadeurs ce soir de ce pays-là. Il y a une pétition notamment qui est importante qui vise à recueillir 150 000 signatures, ce qui est donc le nombre de sans-papiers estimés en Belgique. Mais on a eu un impact, on a apporté notre petite pierre à un édifice, j'espère, quoi. Est-ce que c'est aussi le rôle du théâtre de prendre à bras-le-corps ce genre de combat ? Claude Régis disait que c'est le dernier endroit, le théâtre, où il y a des gens devant des gens. C'est peut-être un des derniers endroits comme ça. Endroit de rassemblement. En plus, avec l'année qu'on a passée, on se rend compte à quel point la question de l'être ensemble est importante. Parce qu'en fait, c'est quand même dingue de se dire qu'il y a un endroit... Enfin, si on imagine ça à l'échelle des animaux, par exemple, quoi... C'est où il y a, je sais pas moi, 700 êtres vivants qui se connaissent pas, qui sont assis l'un à côté de l'autre, qui se taisent et qui en regardant dire un truc, c'est un truc génial quoi, qui existe depuis super longtemps. Et donc je crois que oui, le rôle du théâtre dans la cité, il perdure aujourd'hui comme ça. Merci beaucoup à Fabrice Murgia d'avoir répondu à mes questions et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Hors-Scène. Alors pour information, la grève de la faim des personnes sans papier a été suspendue le 21 juillet au bout de 2 mois de grève. Le gouvernement belge a fait quelques propositions, comme celle de faire valoir des circonstances exceptionnelles, comme un ancrage long en Belgique, ou la possibilité d'une protection internationale pour certaines personnes qui demanderaient des papiers. De notre côté, j'espère que ce format de rencontre avec des metteurs et des metteuses en scène vous a plu. N'hésitez pas à nous dire sur Facebook et Instagram ce que vous en avez pensé. Et pour nous soutenir, abonnez-vous au podcast, laissez-nous plein d'étoiles et surtout, parlez-en autour de vous lors de votre prochaine randonnée. Ce podcast est réalisé en collaboration avec l'infatigable Laetitia Leroy qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt.